Alors, donc, je disais, comment ça va se passer. Donc, premièrement, je vais vous faire une introduction, présenter un petit peu le concours, partager des expériences parce qu'il y a des nouveaux EIA parmi nous, répondre aux questions et faire des annonces. Alors, objectif concours IAD, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai dit, c'est un concept qui permet d'aider les infirmiers qui sont en galère, qui ont besoin de savoir où se trouvent les informations et les trouver au même endroit. Donc, l'objectif est de démystifier un petit peu le concours parce qu'on se fait beaucoup d'idées par rapport à ce concours-là. Également, de partager des informations, de trouver des méthodes, de trouver également une communauté de partage, une cellule de soutien. Tout ça dans l'objectif d'être prêt pour le concours et parfaitement focalisé pour pouvoir réussir non seulement le concours, mais le reste des études. Alors, donc, je vais quand on parle de communauté également, ça nous permet de rencontrer certaines personnes. Donc, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Jimmy, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand je préparais mon concours. Donc, merci Jimmy d'être là. Et puis, nous avons également 2 autres personnes. Donc, je vais leur demander rapidement de se présenter. Et puis, nous allons pouvoir continuer. Alors, est-ce que Jimmy, tu voudrais bien te présenter? Ah, vas-y. Voilà, ça va être mieux. Ça va être plus simple. Donc, enchanté, moi je suis Jimmy, je suis IAD depuis maintenant 2 ans. On vient de fêter l'anniversaire, là. C'est très récent. Donc, j'ai passé le concours IAD à plusieurs reprises, 3 fois en fait, le temps de pouvoir être financé et entreprendre les études. Donc, j'ai eu la chance de le réussir à chaque fois. J'ai commencé mes études en 2015 pour les terminer en 2017. Donc, ça fait 2 ans maintenant. Super, merci d'être là. Il y a aussi également Claire. Alors, Claire, je vais activer ton micro. Est-ce que tu peux parler? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être venue. Avec plaisir. Vas-y, dis-nous un petit peu, c'est quoi ton parcours, quels sont les concours que tu as faits et où tu rentres à l'école aujourd'hui, en fait, cette semaine. Oui, alors, donc bonjour à tous, moi c'est Claire. J'ai passé une première fois le concours il y a 3 ans, qui a été un véritable échec parce qu'aucune préparation et du service où j'étais aux urgences, donc pendant 6 ans, c'était un petit peu, il me manquait vraiment des apports théoriques. Du coup, j'ai pris la décision de partir en réanimation. J'y ai travaillé pendant 3 ans et demi. Et là, j'ai repassé le concours cette année, donc à 2 endroits différents, à Neuilly-sur-Marne et à Reims, où j'ai réussi les 2 écrits. Et j'ai réussi, merci, et j'ai réussi aussi l'oral de Neuilly-sur-Marne, où je suis rentrée à l'école, là, donc cette semaine. Super. Comment c'est la première semaine? Horrible. Tu vas nous super, en dire... mais il y a beaucoup de travail. Ah oui, bon, on en parlera, n'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Super. Alors, on a également, donc coupe ton micro, on a également Anaïs. Voilà, je t'ai activé, active ton micro. Voilà. Bienvenue Anaïs, merci d'être venue. Bonjour, donc moi c'est Anaïs, j'ai 29 ans et j'ai passé 3 concours, donc j'ai passé Bordeaux, Montpellier et Toulouse. J'ai eu les 3 écrits et à l'oral j'ai eu Bordeaux et Montpellier et Toulouse, pardon, donc j'ai intégré l'école de Toulouse cette semaine aussi. Félicitations, voilà. Bravo, super. Merci. Je ne dirai pas ce que j'en pense. Alors, donc, comment s'est passée la première semaine? Très, très dense. Très, très dense, tout à fait. On va en revenir après. Ok, donc je vais continuer. Je vais vous demander de couper vos micros et puis je vais vous présenter un petit peu le concours et puis vous pouvez poser des questions. Donc, si mon PDF veut bien fonctionner cette fois-ci, ça serait génial. Alors, le concours IAD, qu'est-ce que c'est?
quelles sont les conditions, le fond, la forme et puis la préparation. Donc, les conditions, il faut absolument avoir au moins 2 ans enfin 2 ans de service en tant qu'infirmier. En général, il n'y a pas de spécificité, c'est pas marqué infirmier de salle de réveil, etc. C'est vraiment 2 ans d'exercice professionnel en tant qu'infirmier. C'est ça la condition. Il y a d'autres personnes qui accèdent à ce concours par d'autres passerelles également, les sages-femmes, etc. Donc ça, c'est assez spécifique, mais moi, je vais simplement rester sur le côté versant infirmier. Le fond pour préparer ce concours s'appelle les prérequis. Donc, qu'est-ce que les prérequis? C'est l'ensemble des savoirs que vous devez avoir. Ça regroupe l'anatomie, la physiologie, ça regroupe également la législation, le savoir que vous avez en tant qu'infirmier, les soins infirmiers. Par rapport à ça, j'ai fait une vidéo YouTube il y a à peu près 2 ans avec un récapitulatif. Donc, je vous le mettrai en lien à la fin. Vous recevrez un mail et vous aurez le lien de cette vidéo pour avoir vraiment le récapitulatif, non seulement des grands thèmes à avoir, à comprendre, mais également les autres thèmes dont on ne parle pas. Et aujourd'hui, nous avons certaines écoles qui rajoutent l'anglais. L'anglais. OK? Alors, sur le fond, comment ça se passe? Sur la forme, pardon, comment ça se passe? Donc, en 2 phases. Donc, il y a la partie écrite et puis il y a la partie orale. Donc, la partie écrite est en 2 parties. Vous avez des multiples questions, des questions à choix multiples, des questions courtes, et également un cas clinique. Et en fonction des écoles, vous avez également une question différente rédactionnelle de synthèse ou une question de réflexion. OK? Donc ça dépend vraiment des écoles. Mais le concours, il a la même durée pour tout le monde et il est dans le même format pour tout le monde en fonction des écoles dans lesquelles vous voulez passer. Pour avoir ces informations-là, dirigez-vous vers vos écoles respectives ou contactez les étudiants qui l'ont déjà passé. Chaque école a des fois un paramétrage spécifique, mais c'est toujours sur des questions de fond, sur l'anatomie, les prérequis, etc. Alors, maintenant, la préparation. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair ce que j'ai énoncé? Faites-moi un petit oui dans le chat, que je vois si tout le monde, je ne parle pas trop vite, si les informations jusqu'à maintenant ont été claires. Super, génial. La préparation. Il y a beaucoup de questions que j'ai vues sur comment se préparer, quelle est la méthode, quel est le niveau. Ça, on va en discuter après. Mais vous avez différentes options pour vous préparer. Vous pouvez le faire, bien sûr, tout seul. Ce que j'ai fait, ça demande un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus d'investissement, un peu plus de temps. Mais vous avez également accès à différentes possibilités comme les prépas. Donc, si vous le faites tout seul, vous avez besoin de savoir exactement à quoi vous devez vous attendre en tant que dans la préparation pour l'écrit et l'oral. Pour cela, il y a 2 articles phares qui sont sur le site internet. Vous trouverez le secret, l'oral, enfin l'écrit, le secret, je crois, l'oral, le secret et la vérité sur l'écrit. Donc ça aussi, je vous le mettrai en lien. Si vous le faites également seul ou en prépa, vous avez besoin de réels outils de savoir. Donc, il y a une liste que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis, vous avez besoin également, donc voilà, les livres. OK. Donc, ceux qui sont parus dernièrement et ceux qui existent toujours. Donc, moi, j'aime beaucoup le livre bleu, le maçon. Les incontournables, la plupart des personnes qui l'utilisent sont satisfaites parce que c'est vraiment l'essence de mes révisions. Donc, j'ai relevé ce qui était incontournable, les choses à ne pas rater dans chaque thème de prérequis qui sont abordés dans ce livre. Vous aurez besoin également d'un livre d'anatomie. Ça, c'est obligatoire hein, si vous voulez gagner des points. Et puis, un livre pour vous entraîner. Donc, il y a les annales par thème sur Objectif Concours IAD, mais aussi également des bouquins qui sont très bien faits, moi je trouve, que j'apprécie, que vous pouvez trouver dans cette liste pour vous entraîner. Alors, juste un petit aparté sur les bouquins. Allez les voir à la FNAC ou je ne sais pas, dans d'autres magasins pour voir s'ils vous correspondent. Et surtout, soyez vigilants à prendre des livres qui sont écrits par des professionnels de l'anesthésie. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Alors, ensuite,
Si vous le faites tout seul ou en prépa, vous avez également une ressource énorme qui se trouve Internet. Donc, il y a différents sites, Laringo, la Sophia que j'aime beaucoup, le site Urgence Online. Il y a le site de Julie qui est maintenant infirmière anesthésiste, qui est pas mal, vraiment pas mal du tout, pour vous aider dans vos révisions. Elle a créé également cette année, je crois, une appli aussi que vous pouvez utiliser pour réviser. Donc, toutes ces informations-là, vous les retrouvez centralisées sur les sites Objectif Concours IAD. Alors, maintenant, voyons tout ce qui est prépa et accompagnement. Donc, les prépas. Moi, si j'avais eu l'occasion de passer une prépa, je l'aurais fait, ok? Ça n'a pas été mon cas et ça ne m'a pas empêché de réussir, d'accord? Donc, si vous avez l'occasion de faire une prépa, faites-le. Faites-le et ça va vous donner différents avantages. Et le premier, c'est de sentir votre école, les formateurs, qu'est-ce qu'ils attendent. Vraiment, ça, c'est super, c'est un atout. Après, il existe des prépas dans le secteur privé, des prépas en ligne également. Et concernant Objectif Concours IAD, moi, je fais un training personnel, c'est-à-dire vraiment un accompagnement de personne à personne. Et cette année, je lance le groupe de Bootcamp. Alors, c'est pareil que le training personnel, sauf que c'est adapté pour un groupe. Alors, je vais répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, pour l'application de Juliette, c'est les fiches de Julie. Donc, tu vas sur les fiches de Julie, pardon, et tu peux même chercher sur comment ça s'appelle, sur les applications, sur l'Apple Store, tu cherches fiche IDE, voilà. Alors, je reviens sur le bootcamp. Donc, c'est pour les infirmiers en galère, infirmières en galère, je spécifie, ceux qui n'ont vraiment pas accès à des ressources, qui ont besoin d'être encadrés. On aura un plan de révision, on va apprendre à s'organiser, on va voir tous les prérequis, on va bien sûr travailler les annales et se mettre en situation, et puis gérer le temps, gérer le stress, et puis avoir des conseils et des feedbacks. Alors, pourquoi c'est un peu particulier le bootcamp? Parce que c'est vraiment un groupe. Donc, je suis partisane que quand on apprend, le cerveau apprend beaucoup mieux quand il est soutenu par une cellule de soutien et quand on peut partager les informations et qu'on peut s'entraîner, s'entraider entre nous. Et d'autre part, dans le bootcamp, on ne s'attaque pas simplement au savoir tout court, parce que les savoirs, il ne faut pas seulement les consommer, mais il faut savoir les organiser, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les restituer de façon pertinente en situation réelle, en situation de stress. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le bootcamp, les inscriptions, c'est jusqu'au 13 octobre et ça débute le 15. J'ai une petite surprise pour vous à la fin. Alors, quel que soit ce que vous décidez de faire, prépa, pas prépa, tout seul, vous aurez besoin d'un plan d'action. Et qu'est-ce que c'est un plan d'action? C'est savoir combien de temps j'ai avant mon premier concours, savoir également l'étendue des prérequis, savoir également quels sont les sujets avec lesquels je suis plus à l'aise et pour lesquels j'aurai moins de temps, et ceux avec lesquels je suis moins à l'aise et pour lesquels j'aurai moins de temps. Donc, avec ces informations-là, vous allez pouvoir faire un plan d'action. Et dans la vidéo que je vais vous envoyer, vous avez une idée du plan d'action. C'est celui que j'ai suivi pour mes études. La première fois que j'ai passé le concours et que je me suis entraînée réellement, je l'ai fait en 2 mois avec ce plan d'action. Mais c'est vraiment quelque chose d'intensif. Si vous pouvez le faire en 3 ou 4 mois, voire plus, c'est mieux. Alors, donc, j'espère que je vous ai tout dit. Partage d'expérience. Avant ça, je vais vous regarder si vous avez laissé des questions. Est-ce que tout le monde a eu ces questions? Ok, les fiches de Julie, donc ces fiches IDE. Partage d'expérience. Donc là maintenant, vous avez découvert Jimmy, qui est mon collaborateur. Vous avez découvert aussi Anaïs et Claire. Je vais vous proposer donc d'écouter leurs expériences, de leur poser des questions si vous le souhaitez. Je vais leur poser également des questions pour aiguiller cet échange. Donc, on va commencer par Claire.
Claire, peux-tu ouvrir ton micro? Alors, si Claire ne peut pas ouvrir son micro, peut-être Anaïs. On va commencer par Anaïs. Anaïs, est-ce que tu m'entends? Oui, et vous? Voilà. Moi, je t'entends. Est-ce que les autres l'entendent? Ok, super. Alors, Anaïs, parle-nous donc de ton parcours. Déjà, comment tu t'es organisée pour les études? Et puis, premièrement, pourquoi tu voulais être infirmière anesthésiste? Donc, mon choix s'est orienté vers infirmière anesthésiste parce que donc depuis toute petite, j'avais ma maman qui travaillait au bloc opératoire, donc c'est là où j'ai commencé à côtoyer donc le milieu du bloc opératoire. Suite à ça, pendant mes études d'infirmière, j'ai fait un stage au bloc opératoire où je me suis fortement intéressée au métier d'infirmière anesthésiste parce qu'il avait toutes les compétences que je voulais dans mon futur métier, c'est-à-dire des compétences techniques et relationnelles avec les patients, le fait de prendre en charge un patient de manière individualisée, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Du coup, suite à ça, donc j'ai fait infirmière. J'ai attendu quand même d'avoir quelques années d'expérience avant de me lancer dans le concours. Donc j'ai travaillé d'abord pendant 5 ans et demi dans un service de soins intensifs de neurologie et cardiologie. Et ensuite, en avril 2018, je suis partie en service de réanimation. Ok. Et j'ai commencé à réviser le concours dès que je suis arrivée en réanimation, donc en avril 2018. D'accord, donc tu as pris à peu près presque Un an. un an? Ouais, super, Oui, super. ça. Et tu t'es organisé comment pour réussir? Tu as peut-être des conseils à partager? Donc moi, je m'étais fait un planning de révision. Donc au début, c'était vraiment les bases. Je faisais une fonction par semaine. Donc sur les bases, la fonction neurologique, cardiologique. Dans la fonction neurologique, j'ai mis plus d'une semaine. Ça a duré un peu plus longtemps. Tu Mais voilà, m'étonnes. donc vraiment les maîtriser les bases. Ensuite, j'ai fait quelques annales où j'ai pu identifier mes lacunes. Puis, j'ai revu le programme une autre fois où j'ai un peu plus approfondi les points que je maîtrisais pas et en faisant un peu plus les détails, voilà, notamment en endocrino sur toutes les hormones, etc. Et en tout, j'ai revu le programme 3 fois. Et Wow. mes lacunes principales, c'était tout ce qui était législation et tout ce qui était normes biologiques. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des questions sur ça. Donc moi, mon astuce, ça a été concernant la législation, c'est-à-dire les actes du rôle propre, du rôle prescrit, etc. Tous les soirs, j'avais mon compagnon qui m'en faisait réciter 10. Donc il me donnait des actes et je devais dire si c'était du rôle prescrit ou propre, etc. Et ensuite, pour les normes biologiques, je m'étais fait une boîte avec d'un côté les normes, d'un côté, par exemple, je sais pas, potassium, sodium. Et en fait, tous les soirs, je piochais, je faisais la boîte. Voilà. Super, super. Wow. Wow. Voilà. Bon, après, j'avais vraiment un planning. Voilà, j'ai respecté du début à la fin mon planning. J'ai un peu été no life pendant un an, les sorties entre copines, tout ça, j'ai un peu oublié, quoi. Donc ça, je vous le conseille pas non plus de faire. De pas avoir de vie sociale, quoi. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais bien entourée, mais c'est quand même assez compliqué à gérer après. C'est clair, c'est clair. Voilà. Au niveau financement? Enfin, oui, j'ai fait une prépa aussi. Ah, Et super. voilà, une prépa de mon école qui m'a beaucoup aidée pour l'oral, mais pour l'écrit, j'ai pas vu énorme intérêt, hormis le fait de savoir un peu leur dada sur certaines questions, quoi. Voilà, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Et puis pour l'épreuve rédactionnelle, par exemple, à Toulouse, c'était une synthèse de texte, donc on a pu travailler ça. Après, moi, le financement, la première fois que j'ai demandé en avril, ça avait été refusé. Et ensuite, j'ai eu de la chance parce que mon hôpital a eu un nombre d'IAD important qui est parti. Et du coup, en fin août, début septembre, ils ont demandé aux gens donc, qui voulaient faire l'école de passer les concours pour les financer. Donc, on a été 2 financés parce qu'on a été 2 à avoir le concours. Donc, voilà. Ouais, super. Super pour vous, quoi. Super ouais. pour vous. Et dis-moi, donc tu l'as passé tu m'as dit à Toulouse, à Bordeaux, c'est ça?
Bordeaux et Montpellier. Et Montpellier, tu as trouvé une différence entre les trois concours à l'oral, par exemple? Ou à l'écrit, hein, dis-moi. Si Alors, à l'écrit, non. Après, à l'oral, Bordeaux-Toulouse, à peu près similaire. Par contre, Montpellier, l'oral, j'ai trouvé beaucoup plus difficile. C'était pas des questions auxquelles je m'attendais. Les plans que j'avais préparés à l'avance, où je m'étais entraînée, je m'étais pas du tout entraînée pour ce genre de situation. J'ai senti plus qu'ils étaient centrés sur le projet professionnel, sur tout ce qui était connaissance des compétences, du nombre d'heures à l'école, des UE qu'on allait apprendre à l'école. Voilà, j'ai vraiment senti qu'ils étaient très très à fond sur ça. Et moi, j'avais pas forcément travaillé sur tout le nom des compétences, sur le nom des UE et tout. Donc c'est sur ça que je me suis fait pénaliser. Et du coup, l'oral, j'ai échoué à l'oral de Montpellier. C'est le premier que j'ai passé. J'ai été surprise par les demandes les demandes du jury, quoi. Les UE, c'est les unités d'enseignement, c'est toutes les, comment dire, comme des matières en fait qu'on va suivre pendant la scolarité. Par exemple, il y a une UE anesthésie, les médicaments de l'anesthésie, une UE législation, etc. C'est comme des matières en fait. Voilà. En fait, les UE, c'est universitaire, hein. Donc c'est des unités d'enseignement. D'accord? Comment tu t'es donc ce serait quoi ton conseil par rapport au projet professionnel, comment le présenter? Déjà bien maîtriser les motivations, bien montrer qu'on sait dans quoi on va aller, c'est-à-dire qu'on connaît bien l'école où on va rentrer, donc la spécificité de l'école où on présente le concours, connaître un peu le programme sans approfondir non plus. Voilà, pas perdre non plus de temps à approfondir, savoir exactement quel cours on va avoir, etc. Mais connaître en gros les matières qu'on va avoir et voilà. Et Donc après, faire un petit tour, sans vouloir te couper, faire un petit tour sur quelles seront les unités d'enseignement pour les deux prochaines années, par oui, exemple. voilà, en gros, ouais, parce que bon, après, il y a des choses spécifiques dans les unités d'enseignement. Mais voilà, mais c'est par exemple savoir que les fondamentaux de l'anesthésie, alors ça, je vous le dis parce que c'est une question qui m'a été posée à 2 concours. Les fondamentaux de l'anesthésie, cette matière-là n'est qu'en première année, par exemple. Voilà, elle n'est pas en deuxième année. Donc en fait, il pose la question pour savoir, vous trouvez pas bizarre que c'est pas en deuxième année, voilà. J'ai Waouh! eu une question. Après, par contre, pour un peu désacraliser la chose, l'oral, j'ai pas du tout senti les jurys cassants ou quoi que ce soit. C'est vraiment des questions pour nous aider à bien définir notre projet, à bien nous orienter sur le cas concret. C'est un échange. C'est pas quelque chose de cassant. Enfin voilà, c'est pas du tout comme ça. C'est pas un jugement, quoi. C'est plutôt un entretien pour échanger, voir là où tu en es dans ta réflexion. Et c'est ce genre de choses. Parce que tu m'avais dit qu'ils avaient essayé plusieurs fois de t'orienter, d'essayer de te faire trouver les réponses, c'est ça? Oui, à Montpellier, oui. En fait, bon, je vous parle pas du sujet parce que là, on n'est pas là pour ça, mais le sujet, c'était plus quelque chose de, ils vous attendaient des procédures, des protocoles, quelque chose que je m'attendais tellement pas que j'ai pas eu l'idée sur le coup de le dire. Voilà. C'est quelque chose que tu connaissais, en fait, mais que tu n'as pas juste eu l'idée de dire. Oui, mais comme souvent, on sort et puis on se dit, ah, mais j'aurais dû dire ça. Ça c'est le stress, hein. À chaque fois qu'on est stressé, on a du mal à fonctionner. Et puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner en situation réelle. Et d'ailleurs, Anaïs s'est beaucoup entraînée. Elle m'a beaucoup harcelée, hein. Donc, c'est vraiment une warrior. Je te félicite pour ces révisions et puis cet engagement. Et Christelle m'a beaucoup soutenue aussi. J'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Super Anaïs, beau parcours. Je sais que tu as la lettre que tu l'as sur toi. Donner Enfin, aux gens une idée. là, alors j'ai soit la lettre de demande de financement que j'avais fait ou la lettre de motivation pour l'oral de Montpellier. Je sais pas. Ok. Eh ben, garde les deux sous le coude. On le verra pendant les différentes questions. D'accord? Garde sous le coude. Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, je te mets ton micro en muet. Et là, je vais chercher Claire. Claire, je vais ouvrir ton micro. Je t'ai trouvé. Voilà, super. Bonjour Claire. Donc, vas-y. Rebonjour.
Redis-nous un petit peu ton parcours, comment tu t'es organisé pour les études, comment ça s'est passé pour le financement, si tu as des conseils, et puis pourquoi tu voulais être IAD? Alors, rebonjour à tous. Pourquoi je voulais être IAD? Parce que pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur depuis vraiment très très longtemps, depuis que j'ai fait l'école d'infirmière. Avant, j'étais soignante pendant 10 ans et j'ai vu que, ce qui me plaisait vraiment, c'était la technique, l'urgence et les patients qui vont pas bien. Du coup, je me suis spécialisée au fur et à mesure donc aux urgences et puis après en réanimation. Et puis après, j'ai vu qu'en réanimation, ce que j'aimais vraiment par-dessus tout, c'est être à la tête du patient et gérer l'anesthésie et puis les perfusions et puis le reste, c'est pas que c'était pas intéressant, mais en tous les cas, c'était moins mon dada. Voilà, donc j'étais déjà dans l'optique depuis longtemps pour ce concours. Après, pour préparer le concours, qui est un petit peu effectivement obscur et nébuleux, quand on cherche un petit peu de l'aide autour de soi, et ben on se rend compte qu'on dit oui, je vais te passer des bouquins et puis je vais t'aider. Donc en fait, rien de vraiment concret. Du coup, j'ai été sur Internet et j'ai découvert Objectif Concours IAD, qui a été pour moi non seulement une béquille, mais je pense vraiment que, je te le redis, Christelle, si tu n'avais pas été là, si le groupe d'Objectif Concours IAD n'avait pas été là, je n'aurais pas mon concours et je ne Waouh, serais pas à l'école actuellement. Non, mais vraiment. waouh. Vraiment parce que moi, ça m'a permis du coup, non seulement d'avoir une méthodologie que j'avais du mal à m'approprier, ça m'a permis de m'aider dans mes axes de révision. Parce que ouvrir un bouquin, c'est vrai que tout le monde peut le faire, mais après, savoir dans quel sens s'orienter, c'est très compliqué. Et ça m'a permis d'avoir donc un délai de temps pour travailler chaque matière. Donc moi, je suis pas aussi organisée qu'Anaïs. Moi, c'était plus au feeling à me dire, voilà, je vais commencer par la cardio parce que c'est mon dada, et puis je vais consacrer une semaine ou 3-4 jours. Et voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. Mais aussi grâce donc à la bibliographie que tu proposes, Christelle, avec les incontournables, qui permet d'aider. Ça permet d'avoir un choix d'ouvrages et de manuels. J'ai découvert les incontournables et ça aussi, ça m'a vraiment aidé à accentuer sur mes lacunes, à voir ce qui était le plus important, de mettre un petit peu de côté certaines choses. On se dit, il faut absolument que je le voie, et en fait, si on le voit pas, ou en tous les cas moins, c'est pas si grave. Et puis aussi, Objectif Concours IAD m'a permis de faire des annales une fois par semaine, auxquelles je me suis astreinte. Et vraiment, ça a été le jour du concours, j'ai senti que j'étais prête. J'étais une bête de concours grâce à ça. Vraiment. J'adore le terme, bête de concours. Ouais, complètement. Parce que c'était juste ce qu'on avait l'habitude de faire toutes les semaines. Donc finalement, voilà, on était lancé et voilà. Okay. Après, c'est pareil pour l'oral aussi. Donc ça, c'était pour la partie écrite. Donc vraiment, moi, je conseille d'avoir donc un ouvrage de référence, pas 10 000, un seul ouvrage. Trouvez celui qui vous convient, mais en tous les cas, un ouvrage. Après, n'allez pas voir ailleurs trop ce qui se passe. Et comme ce que tu disais, Christelle, un ouvrage aussi d'anatomy. Sans ça, on a vraiment du mal. Et enfin voilà, tenez-vous à vos ouvrages. Après, effectivement, allez voir ce qui se passe sur Internet parce qu'il y a pas mal de choses. Après, l'inconvénient d'Internet, c'est qu'on peut aussi voir un peu plein de choses, 10 000 choses. Effectivement, si c'est pas forcément des anesthésistes, ça peut être un peu n'importe quoi aussi. Donc, attention à Internet. Restez sur les sites que Christelle vous a conseillés. Moi, c'est ceux aussi sur lesquels j'ai été, Laringo, l'ASFMU, tout ça. Voilà. Les trucs vraiment de référence, l'ASFAR, voilà. Après, donc pour l'oral, j'ai pu bénéficier d'un atelier dispensé par Christelle et son équipe à Paris, où pareil, je vous recommande vraiment chaudement. Alors c'est un petit investissement, mais en tous les cas, c'est pareil. J'étais prête grâce à ce travail qui a duré un petit peu plus que la matinée. Oui, je suis désolée. Ah non, c'était génial. Vraiment, c'était… ça, c'est pareil. Ça m'a permis de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis, le fait d'être enregistré, d'avoir ce feedback. Et puis tous les conseils des professionnels les IAD, et puis les autres intervenants qui sont venus pour nous aider. Vraiment, ça, c'était vraiment salvateur. Donc, en plus aussi de l'avantage d'Objectif Concours IAD, c'est pas du tout pour vendre le truc, mais vraiment, c'est parce que ça m'a aidé. C'est tout ce réseau de soutien qu'on trouve avec tous ceux qui préparent le concours en même temps que nous, où ça permet de tisser des liens. Notamment, moi, j'ai pu travailler pas mal avec Anaïs, qui aujourd'hui est avec moi pour la présentation. On s'est énormément aidé pour travailler les oraux. On s'envoyait des cas concrets à bosser. On s'enregistrait, on se les envoyait, et puis voilà. Et puis on essayait de se critiquer, de faire avancer les choses comme ça. Donc le réseau de soutien, hyper important. Génial, génial. Voilà.
Génial. Vraiment, vous me donnez des frissons là. Vous avez travaillé tout ça. Waouh, top, top, super. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu as dit et puis ton feedback honnête. Et puis, on n'est pas en train de vendre le truc, mais vraiment, je suis super heureuse de voir que vous avancez et puis voir votre évolution. Juste une chose, le financement, comment ça s'est passé? Ouais, alors moi déjà j'avais déjà un accord de principe sur les années auparavant, donc j'ai juste eu besoin de rendre mon projet professionnel au niveau de la direction des soins. Et de D'accord. toute façon, pareil comme Anaïs aussi, ils étaient en prévision de manque d'IAD. Du coup, on avait une autorisation pour 3 financements, mais 2 autres collègues n'ont pas eu le concours. Du coup, moi c'était sûr que je partais. Après, il y a eu un petit stress parce que au niveau de mon service de réanimation, il y avait un manque de personnel cruel, mais malgré tout ça, ils m'ont quand même fait partir cette année parce qu'il va manquer des IAD au niveau de notre bloc. Voilà. Super, super. Bon concours de circonstances. Génial. Ouais, Génial. Ok. Merci à toutes les deux. On devait être avec 3, plaisir. donc Aurélie n'a pas pu venir aujourd'hui. Vous pourrez découvrir son feedback, comment elle s'est organisée, comment elle a vécu cette partie de révision. Je vais le poster sur le site internet dans la rubrique Nos succès. Et Aurélie a aussi, au niveau du financement, un parcours particulier. Elle a réussi à avoir un prêt au niveau d'une banque, un prêt étudiant. Et également, elle a donné quelques astuces au niveau de la région, au niveau des disponibilités, comment s'y prendre, etc. Vraiment un pur bonheur et un petit bijou en ce qui concerne le financement. Donc, je vous inviterai à aller voir son témoignage et lui poser des questions si vous le souhaitez, passer par moi pour vous mettre en contact. Ça sera OK, elle est OK pour ça. Donc, la dernière personne, Jimmy, est-ce que tu voudrais démarrer la session questions-réponses, mais aussi partager un petit peu ton expérience, tes conseils, comment tu t'es organisé pour le financement, parce que toi aussi également, le financement, ça a été quelque chose. Voilà, on t'entend. Vas-y. Alors, super, on m'entend? Super. C'est Ouais, débloqué? c'est bloqué. Parfait. Brièvement, c'est vrai que ça a été un petit périple quand même. Donc, effectivement, j'ai commencé à réviser et à préparer le concours de façon pas forcément programmée de longue date, on va dire, la première fois. En fait, voilà, il proposait l'inscription au concours IAD. Je pensais le faire plus tard et puis sur un malentendu, je me suis lancé. Donc, pour le préparer, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources, surtout notamment comme celle d'Objectif Concours IAD. Donc, ça a été la Et débrouille. je précise que Jimmy a participé beaucoup à toutes ces ressources. Voilà. C'est ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est que il a fallu le réunir, en fait, tout simplement. À l'époque, j'avais beaucoup de livres de révision. D'ailleurs, je vous conseille, à chaque fois, je conseille le Maçon, le petit livre qui n'était pas bleu à l'époque, mais qui est bleu maintenant, qui est quand même très synthétique. Bon, il y en a d'autres qui sont bien aussi, hein, mais vraiment, le Maçon, si on doit en avoir qu'un, il est très, très bien. Un bon livre d'Anat aussi à côté, parce qu'il n'y a pas tout dedans non plus, mais voilà. Et donc, j'ai été beaucoup, beaucoup à la pêche sur Internet. Notamment, ce qui me manquait à l'époque, c'était parce que c'est bien de réviser, surtout par la partie écrite, mais il faut s'entraîner aussi. Donc, c'était la partie entraînement qui n'était pas très, très facile à l'époque. Donc, Internet, ça a permis de réunir pas mal de questions de concours, de différents types de concours d'ailleurs, parce que c'est très variable en fonction des différentes villes et des époques. Donc voilà comment j'ai révisé à l'arrache, très longtemps, très fort, et voilà, en réunissant toutes les sources que j'avais. C'est pas forcément la meilleure solution. Après, j'ai été financé, mais pour des raisons personnelles, j'ai pas pu le passer tout de suite. Donc après, j'ai gagné en expérience. Quand je l'ai passé quelques années plus tard, 2 ans plus tard, je me suis servi de ressources plus structurées, donc notamment des bases de questions de concours. Et en me limitant à des ressources, ça a permis de travailler moins et plus efficacement. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire au final.
Et puis beaucoup s'entraîner. Et si vous avez des IAD et des collègues qui préparent avec vous, ça c'est une ressource. Tout le monde n'y a pas accès, c'est malheureux, mais ça c'est quand même le mieux. Les collègues, travailler à plusieurs, c'est mieux que travailler tout seul. Donc si vous avez une prépa, c'est bien. Si vous avez des collègues IAD qui vous guident, c'est encore mieux. Et des collègues qui passent en même temps que vous, c'est parfait. Pour les financements, la première fois, on m'a proposé un financement dans le cadre de l'hôpital, mais je n'ai pas pu l'accepter parce que voilà, il y a eu une mutation derrière. La deuxième fois, bon, quand je l'ai réussi dans la ville dans laquelle je souhaitais m'installer, et ben, pas de financement puisque je le passais en candidat libre et que j'étais dans le privé. Et ben, donc, il faut aller à la pêche au financement, il faut être créatif. Donc, moi, ça a consisté à contacter tous les centres qui étaient capables de financer des IAD et qui pouvaient en avoir besoin, à mettre en avant mon atout, mes capacités, ce qui pouvait les intéresser, comme dans la recherche de n'importe quel emploi, en fait. Et de d'essaimer. J'ai contacté une dizaine de centres. Il y en a un qui m'a répondu négativement tout d'abord et puis qui a fini par dire oui. Et un autre qui m'a proposé aussi un financement. Donc, j'avais même 2 financements au lieu d'un. Donc, c'était très bien. Bon, la plupart n'ont pas répondu ou ont répondu de manière négative quand ils n'avaient pas besoin. Mais voilà, j'avais d'autres plans également. Il faut savoir qu'on peut parfois se débrouiller avec les droits au chômage, les droits ANPE si vous êtes éligible, ce qui n'était pas mon cas à l'époque d'ailleurs, parce que j'étais en disponibilité. Et au niveau de la région, parfois, peut y avoir des aides. Mais contacter les grands CHU qui ont besoin de personnel, ça reste quand même une option si vous n'êtes pas dans un CHU qui vous finance. Super, super, super. Justement, ça me permet de commencer avec une question. Il y avait, dans toutes les questions, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question par mail me disant que son CHU, plutôt son hôpital a des chirurgiens pas bien des chirurgiens, des anesthésistes qui donc embauchent les IAD. Et donc, il n'y a pas de financement prévu et elle se demandait si elle pouvait demander le financement par un CHU, par exemple Marseille. Donc, même si vous n'êtes pas dans l'hôpital ou dans l'hôpital, comment dire, c'est pas votre hôpital, mais vous pouvez demander le financement, c'est ça, d'un autre hôpital autre que le vôtre. C'est ce que tu veux me dire? De demander. Alors, ça peut être compliqué, mais effectivement, moi, j'étais toujours donc à l'hôpital puisqu'en disponibilité, donc toujours rattaché. Et j'ai demandé un financement à un autre CHU, tout à fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont vraiment besoin, on vous dit que c'est pas possible. Quand ils ont vraiment besoin, ils peuvent être très, très créatifs au niveau administratif. Moi, j'ai eu un statut pendant 2 ans qui était unique, on va dire. Non, ils s'arrangent entre CHU. C'est sûr, c'est pas un réseau national, les CHU au niveau français. Mais quand ils ont besoin, moi, j'étais en dispo. Et du coup, j'ai été muté la veille de mon entrée à l'école IAD. Wow, super. Donc, on peut faire une dispo mutation, c'est ça? C'est ça, j'étais d'abord en dispo et quand ils ont accepté de me financer, j'ai été muté la veille, je n'ai pas travaillé. En fait. D'accord, ok, super. Merci pour ce partage. Donc, écoute, ça me permet de commencer les questions et puis on va les faire ensemble. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur le parcours, la méthode et les révisions tout court, le niveau de révision qu'il faut avoir, le financement. Donc, je vais commencer peut-être par écluser la question du financement. Si vous voulez répondre également, Claire, Anaïs, et poser des questions sur le chat, c'est OK. Donc, une des questions que j'ai reçues, c'est donc, comment se faire financer la formation si notre employeur refuse notre demande de financement? Est-ce que vous voulez réagir à cette question?
comment se faire financer la formation si notre employeur refuse notre demande de financement? Est-ce que vous avez des pistes? Moi, je pourrais dire pour moi, mais est-ce que vous voulez réagir? Ton micro est toujours ouvert, hein, Jimmy? Ah, d'accord. À part ce que je viens de dire, c'est-à-dire démarcher les autres CHU, vous avez des possibilités au niveau de votre région, possibilités ou pas, ça dépend de la région où vous êtes, hein, c'est malheureux, mais tout le monde n'est pas égaux. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter. Il y a éventuellement des droits qui vous sont ouverts à la formation auprès de certains établissements type FONGECIF en fonction de la carrière que vous avez eue avant. Si vous étiez comme moi dans le privé, ça ouvre des droits. Voilà. Et pour l'instant, c'est à peu près les seuls qui me viennent en tête. D'accord. Alors, je vois sur le chat Mathilde qui dit l'école était financée par… l'école était dans un CHU et tu as été financé dans un autre. C'est ça? Ils se sont arrangés entre eux, c'est ce que tu as dit. Alors, il y a Claire qui dit, ton micro est ouvert. Claire et Amaïs, vos micros sont ouverts si vous voulez dire directement. Il y a de l'autofinancement, le conseil régional, des marchés, des hôpitaux, le FONGECIF. C'est ça? Oui, c'est ça. Moi, dans ma promotion, c'est un peu tout ce qui ressort là. Il y en a qui sont autofinancés, d'autres FONGECIF, d'autres qui ont carrément muté pour pouvoir se faire financer. Muté, carrément. Ouais. Muté dans un autre hôpital qui acceptait le financement, quoi. Tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Autre question sur… Vas-y, je t'écoute, Anaïs. Oui, moi, avant que le financement soit accepté par l'hôpital, j'avais fait un dossier à NFH. Ce dossier, il peut être fait qu'une fois qu'on a le concours. Et je sais, c'est arrivé à plusieurs élèves IAD que je connais. Ils n'ont pas été financés la première année, mais ils ont été financés la deuxième année, une fois qu'ils avaient intégré l'école. Et le dossier, c'est tous les 6 mois à peu près. Il y a des commissions à faire. Concernant la NFH, après, FONGECIF, je ne connais pas parce que je viens du public, mais la NFH, ça fonctionne comme ça. D'accord. Donc, on récapitule. Pour le privé, ça peut être le FONGECIF. Pour le privé, le FONGECIF. Pour le public, la NFH. Et vous pouvez également demander un financement au niveau de la région. Les hôpitaux, vous pouvez les démarcher, quel que soit l'hôpital, même si vous ne faites pas partie, c'est pas votre région. Et puis également, vous pouvez faire de l'autofinancement. Et l'autofinancement, c'est chercher soit demander à la famille de vous financer l'école et tout ce qu'il faut pour vivre pendant ces 2 années, ou encore faire un prêt comme Aurélie a fait. Voilà. Ah oui, donc tu disais, Anaïs, sur les écoles n'ont pas le même tarif, c'est ça? Oui, par exemple, de mon expérience, je sais que Bordeaux était l'école la moins chère sur les 3 concours que j'ai passés. Ça va du kit au doublet, donc on ne peut pas trop le savoir avant, sachant que quand sur des autofinancements, le prix de l'école est beaucoup moins cher que quand on est financé. Ah oui, d'accord. Le prix de l'école quand on est autofinancé est moins cher que quand on est financé. Oui, c'est ça. de moitié pratiquement. Ah oui, ça c'est oui. Ok, bon, j'espère que la personne qui a posé cette question a trouvé une réponse dans tous ces, en tout cas des éléments de réponse dans tout cela. Il y a également donc d'autres types. Donc je vais te laisser poser la prochaine question, Jimmy, si tu veux bien. Oui. Alors, mais c'est pas grave, je vais continuer. Alors, donc, la deuxième question, c'est sur les parcours. Donc, le parcours, on vient de tous univers différents. Il y a un mythe, en tout cas, un mythe qui est fondé pour des raisons, des bonnes raisons d'ailleurs, qui veut que les personnes qui se présentent à ce concours viennent plutôt des secteurs réanimation, urgence, salle de réveil, en tout cas des secteurs un petit peu de prise en charge des urgences vitales. Donc, la question qui m'est posée, c'est je suis IDE depuis 1 an et demi. Faut-il forcément sortir de réa ou des urgences pour passer un tel concours? Vous répondriez. Voilà, j'ai retrouvé les questions. Alors, c'est
pas, moi je sors ni des urgences ni de réa, et toi non plus, je crois me rappeler. Bon, si on fait de la réa quand même, salle de Oui, réveil oui, bien, c'était bien. pas étiqueté, C'est de la réa aussi. réa, oui. Mais bon, voilà, c'était un peu, donc c'était quand même très assimilé, on va dire. Pareil, bon, USC, réa, grosse salle de réveil 24/24, c'est un peu assimilé. C'est pas obligatoire. Donc, je dirais que c'est quand même assez nécessaire. Pas forcément pour réussir le concours. Le concours, si vous le travaillez bien en profondeur et si vous avez des capacités de projection, non, c'est pas nécessaire. Après, pour suivre les études et derrière, dans l'expérience d'IAD, je pense que c'est quand même bien d'avoir une expérience des urgences et de la réa. Après, combien de temps d'urgence et de réa, c'est très variable à chacun. C'est pas une obligation, mais c'est un plus. Voilà. Donc, surtout quand on est jeune diplômé infirmier, enfin 1 an et demi, c'est assez bref comme expérience. Donc, si ça peut être des expériences intenses, je pense que c'est pas mal. L'urgence, la réa, la dialyse, les gros réveils ou les déchaux, ça permet d'acquérir de l'expérience aussi assez vite. Donc, ça permet d'avancer assez rapidement sur la construction de son projet pro. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez tenter le concours 100, tout à fait, et réussir le concours 100 et devenir IAD sans avoir fait de réa avant. Si vous avez envie de ça, de ce milieu, lancez-vous, faites de la réa et ce sera un plus. Ok, donc si c'est possible, essayez d'orienter votre parcours, si c'est possible. Si vous êtes décidé 2 ans avant de passer le concours, c'est encore mieux. Essayez d'orienter votre parcours vers quelque chose qui est beaucoup plus vers la prise en charge des urgences vitales ou des grosses salles de réveil. Moi, je préconise cela parce que dans les grosses salles de réveil, vous avez non seulement de la réanimation, puisque vous prenez en charge ce genre de patients, et vous avez également la prise en charge poussée, la prise en charge des SAMU, le déchocage, vous avez, et surtout un contact avec le bloc, les IAD, les IBOD, les chirurgiens. Donc, vous êtes déjà dans le bain. OK? Donc ça c'est un atout non seulement pour les savoirs, mais aussi sur tout ce qui n'est pas les savoirs purs. C'est comment fonctionne un bloc, comment fonctionne ce petit écosystème. Et ça va vous avantager pour les études par la suite. Pareil, alors la question c'est, est-ce qu'une expérience en réanimation chirurgicale et en dialyse de moins d'1 an suffit pour passer le concours? Alors, je répète, passer le concours, c'est 2 ans d'exercice professionnel en tant qu'infirmier. Ça, c'est ce qu'on demande pour passer le concours et le réussir. Et puis, il y avait une autre question. Si je puis me permettre, la question, c'était apparemment une infirmière qui a fait 2 ans et demi de réa et à peu près 1 an de dialyse. Ouais. Est-ce que ça suffit pour passer le concours? Pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Mais sur le 2 ans, c'est 2 ans. En fait, oui. il faut dissocier, passer le concours et après être avantagé par rapport à suivre les études. Tout à fait. Voilà, donc passer le concours, c'est 2 ans d'exercice professionnel et si vous réussissez le concours, le préparez correctement, ça suffit. Après, pour pouvoir poursuivre les études, comprendre les choses, il vaut mieux être dans des bonnes conditions et donc orienter son parcours. Il y a des personnes aussi qui ont choisi de faire le pool. Donc le pool, je trouve que c'est génial parce que ça vous permet de voir différents secteurs, mais aussi d'aller dans les secteurs un petit peu plus intenses, cardio, unité de soins intensifs, et puis l'AREA, si c'est possible, faites-le. Alors, il y avait une autre question sur est-il concrètement possible d'être sélectionné seulement avec 2 ans d'expérience professionnelle en tant qu'IDE? Alors, vous n'êtes pas sélectionné, vous passez un concours, d'accord? Donc, c'est vous qui vous sélectionnez. Après, je connais des personnes qui ont fait de ma promo et qui avaient seulement 2 ans d'expérience et qui étaient très bien, qui se débrouillaient très bien. Donc, il ne faut pas partir avec des a priori. La question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez ou pas devenir infirmier anesthésiste et passer ce concours? D'accord? C'est vraiment la seule question et après, vous mettez en place un plan d'action pour pouvoir atteindre votre objectif. Est-ce que tu veux dire l'autre question? La question d'après?
Alors, comment faut-il réviser pour avoir le plus de chances de réussir? C'est bien celle-là? C'est ça. Ça, c'est une question de méthode et révision. Pour moi, la réponse, c'est réviser efficacement. Donc, avoir déjà prédéterminé les prérequis. Bon, ça, c'est plutôt les écoles qui vont le déterminer. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, la plupart des écoles vous demandent, enfin, font un rappel des prérequis nécessaires en tout cas pour l'écrit du concours. Donc, en fonction de où vous vous inscrivez, commencez par regarder ça. Ça, c'est primordial. Et ensuite, voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Donc, choisir des listes de connaissances, donc regroupées dans des livres. Bon, pour moi, c'est le maçon et ce que tu as produit sur ton site. Et puis, sans vouloir te couper, n'oubliez pas qu'il y a aussi le CCIAD, c'est le regroupement de toutes les écoles infirmières anesthésistes. Et ils ont un site sur lequel ils vous donnent des informations. Il se trouve également référencé sur le site Objectif Concours IAD. Allez y faire un tour. Oui, c'est vrai, je suis vieux, c'était pas encore au point, moi, de mon temps. Et voilà, écoutez, voilà, ça, les essentiels que tu as déjà listés sur ton site. Et puis voilà, se donner un temps bien défini et surtout s'y tenir, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a une autre question un petit peu pareil, enfin un petit peu pareil dans le même sens, c'est quelles sont les connaissances à approfondir? Donc, les connaissances à approfondir sont les prérequis qui ont été listés, qui sont que votre école peut vous faire avoir sur leur site web et puis sur le site du CCIAD également. Donc, vous avez la liste des prérequis également sur la petite vidéo YouTube. Donc, ce sont les connaissances essentielles, les grands thèmes à voir. J'ai des petites questions sur le chat alors, ou des remarques. Donc, je vais les lire pour qu'on puisse peut-être y réagir. Alors, moi, je sors du domicile et actuellement en urgence psychiatrique depuis 3 ans. OK. Alors, est-ce que c'est une question que tu poses pour savoir comment orienter ton parcours? N'hésite pas à lever la main si tu veux que je te donne la parole, dis-moi. Et puis, il y a Anaïs qui dit que j'ai un collègue qui a 2 ans de DE et qui a fait 6 mois de réa et après de la gériatrie et a intégré l'école de Limoges. Donc voilà, c'est votre projet, c'est votre détermination qui fait là où vous voulez arriver. D'accord? Alors, autre question. Donc, toujours sur les révisions, alors je vais en lire plusieurs. Est-ce que je dois travailler l'anatomie et la physiologie comme l'école avant la dernière réforme ou avec le niveau requis de l'actuelle formation cours PACES? En clair, est-ce qu'on doit pousser les révisions comme la première année d'études de médecine? Non. Alors, Anaïs et Claire, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Vos micros sont ouverts, hein. Moi, j'ai fermé aucun micro, hein. Il faut que tu ouvres ton micro. Voilà, vas-y. Vas-y, Claire. Mais non, tu as fermé ton… Bon. Oui, donc c'est bon. Donc non, surtout pas partir dans des révisions comme pour la première année de médecine, parce que sinon, c'est assuré de se perdre dans des connaissances qui nous dépassent et dont on n'aura pas besoin. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est bien 2 années, 2 années en tant qu'infirmière, en tant que professionnel infirmier. Donc, on s'attend à ce que vous ayez un niveau infirmier. Donc, pour ça, allez faire un petit tour. Je répète encore, Julie, si tu m'écoutes, désolée, je fais la publicité, mais bon, voilà, allez sur le site de Julie. Elle a répertorié tous les UE des 3 années IFSI également dans son application. D'accord? Alors, comment s'appelle le site qui regroupe les écoles IAD? Donc, c'est CCIAD. Donc, va directement, je mettrai un lien à la fin dans le mail que tu vas recevoir si tu t'es inscrit sur le With Event, là. Et je vais vous envoyer ces liens-là. Vous allez avoir toutes les ressources du web que vous pouvez directement trouver sur le site, hein, mais je vais vous envoyer les liens directs. Alors, autre question sur les révisions. Donc, quelles sont les matières à réviser? Ça, on a déjà vu. Quelles sont les connaissances à approfondir? Ça, on a vu également. Et après, les connaissances à avoir pour ce parcours, ben ça, on a déjà répondu. Donc, au niveau révision, on a répondu. Par contre, j'ai une question sur les méthodes. Comment assimiler une telle masse de connaissances
des conseils sur les révisions. Ça reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si quelqu'un veut répondre à ça. Je vais répondre. Moi, je sais que j'ai fait d'abord par matière, enfin par grand système. J'ai fait d'abord ce qui est anatomie et ensuite j'ai vu la physiologie. D'accord. Tu as vu d'abord l'anatomie et ensuite la physiologie. Ouais. Et surtout schéma. D'accord. Ok. Et toi, Anaïs? Ben, moi, en fait, pour retenir, il faut que je revoie plusieurs fois. Donc, en fait, je faisais une fonction par semaine et je la revoyais plusieurs fois jusqu'à que j'arrive à faire les annales sans faute et que j'arrive à l'expliquer. En fait, vu que mon copain n'est pas du tout du milieu médical, en fait, je me suis dit que si j'arrivais à lui expliquer et qu'il comprenait, c'est que j'avais compris. Donc, en fait, je lui expliquais tout. Voilà. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. C'est bien ce que vous avez donc fait un plan. Ok, c'est la première chose, faire un plan, diviser son plan dans le temps, savoir qu'est-ce qu'on veut réviser, quand. Également, se faire des répétitions, c'est exactement ce qu'on fait dans les trainings et sur les groupes secrets également, c'est ce qu'on faisait. Donc, se faire des révisions de façon à ne pas oublier, c'est-à-dire revoir les choses qui vont être plus difficiles de façon plus régulière, et puis revoir, ça dépend de comment on travaille, ses fiches ou se faire des annales de façon assez régulière pour ne pas oublier les informations. Donc, c'est comme ça. On ne mange pas un éléphant d'un seul coup, comme on dit, on le découpe en morceaux. Et le morceau, découper en morceaux, c'est faire un plan. Et il faut bien maîtriser les bases avant d'approfondir quoi que ce soit. Et surtout, servez-vous des groupes sur Facebook pour poser des questions. Parce que des fois, ben, on n'arrive pas à trouver l'info ou l'info est différente d'un site à l'autre. Et du coup, posez les questions et il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Ou ça donne l'idée à quelqu'un d'autre de poser une autre question. Et c'est comme ça qu'on avance en fait. Tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur la question de groupe. Hein. J'ai fait un article dernièrement pour expliquer les différents groupes. Sur Objectif Concouriade, vous avez des groupes généraux. Vous pouvez parler à qui vous voulez, en restant courtois et tout, chercher des réponses, chercher des collaborateurs. Mais également, il y a le groupe secret qui ouvre en novembre. Ça, c'est vraiment des personnes qui sont sélectionnées parce qu'elles ont montré qu'elles savaient suivre des instructions et que c'est vraiment des personnes qui sont au taquet et qui révisent vraiment, vraiment. Et donc, elles se posent des questions sur ce groupe et il y a vraiment des échanges qui sont très favorables pour vos études. Si il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, mais il y a toujours quelqu'un qui connaît la réponse ou qui a vu un élément de réponse. Et c'est le principe du cerveau collectif. Quand on apprend en groupe, on retient mieux et puis on se challenge. Donc, c'est exactement ce qu'on fait dans ces groupes. Super. Autre question. Alors, les calculs. Est-ce que les calculs, la calculatrice est autorisée? Non. On le dit encore, en tout cas jusqu'à maintenant, les calculatrices sont interdites. Est-ce que les calculs de dose sont difficiles? Selon vous, est-ce que vous avez des calculs de dose au concours qui ont été difficiles? En tout cas, je crois qu'il y en a une seule question dessus. Comment vous avez trouvé cela? Il y en a des difficiles et après il y en a des plus faciles. Il y en a, on peut les faire de tête, il y en a d'autres, il faut poser les calculs, ça tombe pas juste. C'est difficile à dire si c'est difficile en général. Après, c'est souvent des calculs qu'on utilise dans notre profession. C'est jamais des calculs absurdes avec des dosages qui sortent de l'ordinaire. Enfin, c'est souvent de ce que j'ai vu, c'est des calculs que j'avais l'habitude d'utiliser dans mon travail. Tout à fait. On vous demande, il n'y a pas de piège, hein. Tout est relié à votre pratique professionnelle. Donc, c'est des calculs que vous êtes capable de faire en réanimation ou ailleurs. Je ferais peut-être juste excuse-moi de te couper, Christelle, je ferais peut-être juste un bémol pour le calcul d'autonomie des bouteilles d'oxygène. Ou ça, c'est la grande découverte, je trouve, du concours et qui, du coup, il faut non seulement qu'on s'habitue, qu'on se familiarise avec cette formule et en plus qu'on s'habitue parce qu'à l'école, j'en ai encore fait hier, moi, des calculs comme ça, donc il faut être au clair avec ça. Merci Talouane Mariotte. Tout à fait. Et c'est complètement corrélé à ce qu'on fait au quotidien parce que quand on part en SAMU ou quand on part faire un transfert de patient dans un hôpital qui est à 6 litres par minute, il faut savoir si on va pouvoir faire le trajet correctement. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment, tous les calculs sont corrélés à des situations de soins qui sont importantes maintenant et plus tard. OK? Donc, il faut le voir comme ça. Comment vous vous êtes entraîné pour les calculs?
J'en ai fait plein dans les annales. Avec les incontournables, il y a des exemples. Sur Laringo aussi, sur infirmier.com, il y avait des annales aussi. Tout à Et fait. plus on en fait, plus on arrive à les faire vite. Oui, ça c'est clair. Donc, ça s'appelle l'habituation. Donc, plus on fait quelque chose et mieux on arrive à le faire. Ça, c'est sûr. Et se réhabituer à faire du calcul mental aussi, excuse-moi. Vraiment ça, moi, ce que j'ai fait aussi l'année de préparation, c'est par exemple quand je faisais mes entrées-sorties du matin au boulot, je faisais tout de tête et au besoin, je posais mes calculs. Comme ça m'a vraiment familiarisé avec cette réhabitude de poser ces calculs, les multiplications, les additions, les divisions. Et vraiment, ça m'a aidé. Super, super. Il y a aussi, qu'est-ce que j'allais dire, quand on fait des calculs, des fois on a besoin de poser sur le papier, mais c'est pas grave si vous posez sur le papier, hein. Si vous commencez comme ça, faites-le. Moi, je le fais toujours, hein, il n'y a pas de souci. Et aussi, vous pouvez visualiser le calcul, parce qu'il y a des gens qui sont très visuels, donc faire un calcul de tête juste en écoutant quelque chose, c'est compliqué. Donc, si vous êtes visuel, essayez de commencer à les faire en écrivant. Et puis, si vous êtes sans papier, essayez de visualiser votre calcul, ça va peut-être vous aider à aller beaucoup plus vite. Alors, quelqu'un qui disait, vas-y. Juste une chose sur les conversions millimètres cubes, décimètres cubes, tout ça, il faut bien maîtriser parce que souvent ça tombe gamma, microgrammes, tout ça, c'est des choses, les tableaux de conversion, il faut bien les maîtriser. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et pourquoi c'est important de les maîtriser? Parce qu'on l'utilise déjà dans notre quotidien et Tout à je fait. sais, il y a beaucoup de questions au concours sur ça. Même aujourd'hui en cours, enfin aujourd'hui cette semaine en cours, nous a demandé la conversion de tonnes en kilos. On a un Ouh, tableau de conversion, voilà. Donc waouh, waouh, voilà. c'est fort. Mais c'est important parce que c'est un réel impact. Si on ne sait Oui. pas dans quelle mesure on prépare un médicament, dans quelle mesure, dans quelle unité de mesure, et qu'on se trompe, c'est le patient en face qui va en pâtir. Parce que Donc, de toute façon, tout ce qu'on apprend pour le concours, on se sert vraiment de tout pour les études, hein. Donc Oui, c'est vrai. c'est important. c'est clair. Alors, il y a quelqu'un qui demandait, Pauline, donc est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, Pauline. Alors, nous sommes sur ma diapo n'est pas très bien passée au début. Donc, il y a le site internet OCI, c'est Objectif Concours IAD, c'est pour aller plus vite. Donc, le site internet, c'est objectifconcours-iad.com. Tu as une page Facebook associée, c'est pareil. Tu as un Instagram associé et tu as une chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'y inscrire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Sandrine, gamma kilominute? Oui, c'est possible. Alors, moi, j'ai une question. Donc, c'est Mathilde qui dit, moi, j'ai une question par rapport au calcul de dose. Pour l'héparine, souvent, on voit les annales qui demandent un calcul sur 24 heures, alors que l'héparine a une stabilité de 12 heures. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est un piège? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est une erreur, mais c'est juste pour faire ce qu'ils veulent dans la question, c'est qu'on fasse le calcul, pas de dire ah ben non, je le fais pas parce que l'héparine, elle a pas une stabilité. Je pense, hein, c'est mon avis, mais Alors, donc, c'est un exemple de choses, il ne faut pas se prendre la tête sur des questions qui vont vous faire perdre du temps. OK? Donc, on vous a demandé de faire un calcul, faites juste le calcul. On ne vous demande pas de savoir si c'est un calcul qui est comme dans la situation réelle. Donc, faites juste le calcul. D'accord? Vous pouvez, si vous avez un cas de conscience, mettre que l'héparine a une stabilité de 12 heures. Ce calcul se base sur 24 heures. Et faites votre calcul. Vous aurez les points quand vous répondez à la question posée, pas à une autre. D'accord? J'espère avoir répondu. Alors, on va continuer sur le reste des questions et je vais revenir après sur le chat. Donc, qu'est-ce qui reste comme question? Le niveau de connaissance demandé, comment bien cibler ses révisions? Le niveau de connaissance. Ça revient aussi à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le PACES et ce que tu disais Anaïs, c'est Anaïs ou Claire, je ne sais pas. D'abord, il faut rester sur le général et ensuite approfondir. C'est bien cela? oui. Ouais. Donc, le niveau de connaissance, ce sera toujours le niveau infirmier. OK? Ce ne sera pas le niveau médecin, ce sera le niveau infirmier qui se prépare aux études IAD. Donc, je sais vers quelle étude je vais et j'ai un parcours et j'ai un bagage d'infirmier, de 3 ans d'études d'infirmier. D'accord?
Alors, autre question. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour. Quel est le temps idéal pour préparer le concours? Ça dépend des personnes. Oui, c'est propre à chacun, ça. C'est propre à chacun. Alors, préparer le concours, c'est déjà, j'aurais dire, si vous pouvez vous prendre 2 ans à l'avance, c'est bien. Parce que pourquoi préparer le concours, c'est pas seulement passer le concours, c'est aussi adapter son parcours, ok, si c'est possible, se mettre dans des bonnes conditions pour commencer à apprendre toutes ces informations qui ne sont pas que des savoirs. Comment fonctionne un respirateur, quel est le rôle de l'infirmière anesthésiste, quel est le rôle du MAR, enfin, plein de petites informations qui ne sont pas purement de la physiologie, qui vont vous permettre de pouvoir aborder ce concours de façon différente. Le concours, le minimum que moi, je vous conseille de prendre, c'est 3 mois. Mais 3 mois, il faut être complètement dédié à ça, ne pas avoir à travailler à côté. Sachant que si vous faites ces concours-là en moins de 3 mois, vous aurez un travail à faire par la suite parce que ça s'appelle du bachotage. C'est utile pour réussir, mais ce n'est pas utile pour continuer à faire les études. Donc, il faudra revenir dessus. D'accord? Moi, je ne vous dis pas ce qu'il y a à faire. Moi, je l'ai réussi en 2 mois. Ok, la première fois que je l'ai préparé, c'était du bachotage, mais j'ai aussi travaillé derrière. Ok, j'ai travaillé sur les bases derrière et ça a payé. Alors, autre question. Tac, tac, tac. Que voir en priorité? Que voir en priorité? Donc ça revient à se faire un plan. Moi, je vous dirais quand vous abordez un thème, quand vous avez fait le tour des prérequis, listez vos prérequis, de commencer par les incontournables. Alors, c'est vraiment ce qui, moi, m'a fait avoir mes concours. Donc, commencez par connaître les choses qui sont incontournables dans les thèmes que vous devez voir. OK? Regardez les annales par thème. Ça aussi, ça va vous donner une idée de quoi dans le thème prioriser. Après, vous devez voir l'ensemble des prérequis. OK? Alors, quelles sont les connaissances à approfondir? Ben, je dirais toutes les connaissances. Hein, tous les prérequis, il faut les approfondir. Vous approfondissez en fonction du temps que vous avez. Okay? Allez à l'essentiel. Et si vous avez du temps, ben, vous pouvez continuer à gratter et puis ça vous permettra de faire des liens entre les différentes choses. D'accord? De toute façon, en faisant des annales, il y a toujours des questions plus spécifiques qui nous obligent à approfondir, en fait. Donc, du coup, sans forcément dire je vais approfondir, on approfondit juste en faisant les annales. Donc, c'est déjà bien de le faire comme ça. Super, ça c'est vrai. Alors, j'ai une autre question qui parle des jurys. Alors, à l'oral, est-ce que le jury tient compte des questions, des services dans lesquels on a exercé pour le sujet? Est-ce que vous pensez que le jury choisit en fait le sujet en fonction du service dans lequel on a été? Alors, moi, je ne suis pas jury, ok, je ne l'ai jamais été. Ce que j'ai entendu des formateurs, c'est que des fois, ils ont vos CV, mais le sujet sur lequel vous allez plancher, c'est un sujet choisi au hasard. Donc, ça ne sera pas un sujet spécifiquement pour vous. D'accord? Il y a, par exemple, donc, je ne sais pas si c'est à Neuilly ou c'est dans l'autre sur Paris, à Saint-Germain. Donc, il y avait plusieurs sujets possibles. Et puis, chacun tombait sur le sujet. C'est du hasard, quoi. D'accord? Alors, je retourne sur le chat. Alors, dans les conditions du concours, on peut répondre aux questions dans le désordre. Les feuilles sont séparées. Non, il n'y a qu'une feuille. Je ne sais pas toi, Claire, mais moi, j'avais qu'une feuille. Hein. Et j'avais qu'un brouillon aussi. Ça, c'était ric-rac. Hein. Ouais, pareil. C'est vrai qu'il n'y avait pas de brouillon, mais par contre, on avait plusieurs feuilles et on pouvait, si jamais on avait un trou, pouvoir passer aux autres et revenir si on avait le temps. Oui, il faut laisser des blancs, en fait, mais il n'y a pas une feuille par question. Après, ça dépend, parce qu'il y a des concours où il fallait répondre sur la feuille directement de sujet, et des concours où il y avait une feuille à part, où il fallait répondre sur la feuille à part, en fait. Donc, ça dépendait des... C'est ça. Moi, je devais répondre directement sur les polycopiés, sur les 2 que j'ai passés, et après, j'avais la feuille de rédaction pour la question rédactionnelle.
Ok, d'accord. Dans tous les cas, mon conseil, ça sera de ne pas revenir en arrière jusqu'à ce que vous ayez fini le concours. Alors, c'est-à-dire, vous prenez votre feuille et vous répondez. De toutes les façons, vous n'aurez pas tellement le temps de vous poser des questions. C'est je connais ou je connais pas. Donc, première question, je connais ou je connais pas. Qu'est-ce que je peux restituer rapidement? Et je passe à la suivante. OK? Gardez-vous du temps, je sais pas moi, 20 minutes, 30 minutes si vous le pouvez pour pouvoir relire vos réponses. Parce que si vous avez écrit dans le stress, des fois on écrit n'importe quoi et la réponse n'est pas celle qu'on voulait donner. Donc, gardez-vous du temps pour réviser, pour revoir votre copie. Et puis, si vous pouvez répondre aux questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas d'idée ou que ça ne vient pas, gardez ce temps-là pour ça. Mais vraiment, c'est je connais pas. Je connais pas, je réponds. D'accord? Allez-y plutôt dans ce sens-là. Combien de temps doit-on consacrer au concours? Comment se préparer à l'épreuve rédactionnelle? Combien de temps doit-on se préparer au concours de façon hebdomadaire? Combien de temps vous passez combien de temps vous avez passé dans vos révisions par jour? Par jour? Ouais. Ouais, 4 heures. Et le week-end, 8-9 heures, quoi. Voilà. Mais bon, après, je suis un exemple de. Enfin, je suis pas le meilleur exemple parce que j'avais tellement peur de pas y arriver que du coup, j'en ai fait des tonnes, quoi. Ouais, je comprends. Et toi, Claire? Moi, c'était 1 heure tous les jours parce qu'après, c'est vrai qu'avec la vie de famille, c'était pas forcément évident. Donc le soir, après, en plus de la journée de boulot, 1 heure tous les jours. Et après, effectivement, le week-end, c'était par contre, comme tu disais, Anaïs, j'ai plus de vie non plus. Et les week-ends, bah, c'était dédié entièrement aux révisions. Et bah ouais, on voit pas le jour, mais au moins on révise, on révise, on révise. Oui, tout à Nos fait. petites conversations de temps en temps aussi. Oui. Tout à fait. Alors, Jimmy, tu veux réagir par rapport à ça? Oui, non, ben, j'avoue que c'est à peu près la même chose pour moi, hein. Je pense que beaucoup de ceux qui ont réussi le concours, surtout quand ils s'y sont pris un peu tard, parce que le temps de révision, ça va dépendre aussi un peu du temps qui vous reste avant le concours et de votre vie à côté aussi. Il y a des choses qu'on peut mettre en stand-by, il y en a d'autres non, hein. La vie de famille, il ne faut pas l'arrêter pour un concours. Donc, le mieux, c'est d'y consacrer le maximum de temps en fonction des ressources que vous avez. Donc, oui, si vous pouvez travailler 3 heures par jour, tous les jours, plus en faire un peu plus le week-end, c'est bien. Si vous travaillez 1 heure par jour, c'est bien aussi. Si vous ne pouvez pas travailler plus après, du coup, si vous pouvez vous y prendre plus tôt, c'est bien. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'allais dire que, comme me disait un de mes professeurs, le temps que vous passez, c'est bien, mais la régularité, le nombre de fois que vous allez vous mettre à travailler, c'est mieux. La routine, les habitudes, ça, c'est ce qui va vous sauver. Il vaut mieux faire, je sais pas moi, 15-20 minutes de révision chaque jour que de faire une grosse révision tous les week-ends. Parce que, en fait, votre cerveau a besoin de s'habituer à ingurgiter toutes ces informations et puis de trouver les moyens de les retenir. Donc, c'est en venant s'asseoir de façon régulière, donc par exemple tous les jours, commencer par faire 20-30 minutes de révision, c'est plus important que de se dire, je vais faire 4 heures ce week-end parce que je n'ai pas travaillé. Donc, vraiment, la régularité, votre mémoire a besoin de ça et votre cerveau a besoin de ça pour faire les liens. Ça, c'est super important. Et puis, j'allais dire, en termes de temps, faites le temps qui soit efficace pour vous. Et être efficace, c'est quoi au final? Comment vous pouvez savoir si vous avez été efficace? C'est les annales. C'est savoir si vous avez pu répondre aux questions. C'est ça votre feedback. Donc, si vous avez un temps efficace d'étude et de compréhension, vous pourrez répondre aux questions. C'est ça votre thermostat. D'accord? Et après, des fois, quand on passe 4 heures, à un moment donné, il faut savoir dire stop parce qu'on ne retient plus rien. Donc, il faut aller courir, faire de la boxe ou je sais pas, faire se détendre, faire du sport ou voilà pour
pour après reprendre dans des bonnes conditions. Tout à fait. Ce que tu dis, c'est super important. Il y a une partie comme le sommeil également. Faut dormir. C'est à ce moment-là qu'on organise des informations, qu'on trouve des solutions aux questions qu'on s'est posées. Donc, les temps où on se régénère, où on se repose, c'est important. Les temps où on décompresse, c'est important. C'est des temps où votre cerveau il continue à fonctionner en permanence. Et puis également, il y a quelque chose qu'on apprend dans les trainings personnels et les trainings de bootcamp que je vais lancer là, c'est comment ancrer les informations de façon émotionnelle. Parce que par exemple, vous pouvez prendre l'habitude de vous récompenser quand vous avez fait un bon chapitre de législation, bien gros, difficile à ingurgiter, eh ben, vous devez vous donner une récompense. Et votre cerveau, il va aimer ça, il va vous soutenir dans le reste de l'apprentissage. Alors, je reviens aux différents. Moi, si je peux juste compléter, Christelle. Vas-y. C'est moi ce qui a fait partie de mon programme de révision aussi, et ça peut paraître un peu dérisoire, mais c'était d'aller courir. À chaque fois, ça faisait partie de mon programme de révision d'aller courir tous les jours. Excellent. Et aussi le soir, quand je faisais mes révisions nocturnes, c'était du chocolat. Ça m'a aidé. C'est excellent. Ça, c'est excellent. Alors, on parlait de la question rédactionnelle. Comment se préparer pour la question rédactionnelle? Donc, je vais un petit peu commencer à aiguiller le truc. Vous avez différents types de questions rédactionnelles. Vous avez un cas clinique souvent. Okay. Vous avez également des synthèses à faire, vous avez des commentaires d'articles, vous avez des opinions à donner. Donc, il y a différentes formules de questions rédactionnelles. Je sais qu'il faudrait mieux voir directement au niveau de votre école pour pouvoir savoir laquelle sera vraiment utilisée pour le concours. Concernant le cas clinique, si c'est un cas clinique, ça peut être des situations d'urgence comme des situations tout à fait lambda que vous rencontrez dans un service lambda de médecine ou ailleurs. Et vous devez vous rappeler la démarche de soins. Okay, c'est exactement la même chose, c'est la démarche de soins. Et ça encore, vous pouvez le retrouver dans les bouquins liés aux études infirmières. D'accord? Est-ce que vous autres, vous avez eu des synthèses ou encore des commentaires d'articles à faire? Comment tu t'en es sorti? Moi, j'ai eu synthèse de texte et 2 commentaires. Alors, c'est quoi la méthodologie pour toi? Alors, pour la synthèse de texte, c'est du résumé sans essayer de faire de la paraphrase. Capacité à être très très synthétique. C'est pas quelque chose que j'étais très à l'aise, mais par contre, commentaire de texte, c'est pas quelque chose que j'avais travaillé à l'avance parce que moi, voilà, le concours c'était Toulouse que je voulais et Toulouse c'était la synthèse de texte, donc j'avais travaillé la synthèse de texte. Le reste, j'y suis un peu allée au feeling. J'ai fait introduction, thèse, antithèse et conclusion et voilà. Et ça s'est passé. Après, je peux pas vous dire si j'ai une bonne note en épreuve rédactionnelle ou pas, puisqu'on a la note globale, mais j'ai pas trouvé ça ça m'a pas mis en difficulté l'épreuve rédactionnelle. D'accord, voilà. Ok. Et Claire, tu as eu quoi, toi? De ce que je me souviens, je crois que c'était étude de texte aussi, et puis pareil, une question complètement où il fallait complètement créer le truc. Donc moi, pour ça, j'ai bossé en fait en lisant énormément d'articles de soins, déjà de tout ce qui était tout ce qui se passe, tout ce qui se passait les derniers temps, les actualités de soins, et essayer sur chaque truc que je lisais en fait d'essayer de faire une petite synthèse. Mais vraiment rapide. Ok. Voilà. Super. Jimmy, tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette question rédactionnelle? Ce qui est important, ouais, c'est, j'ai entendu là, effectivement, toutes les écoles ne proposent pas le même type de questions rédactionnelles, donc c'est bien de le savoir à l'avance. Parce que si vous êtes intéressé par une seule école, autant concentrer vos efforts sur ce qui les intéresse eux. Voilà, les questions de santé, d'actualité, c'est super important. Moi, après, il y a les cas cliniques en question rédactionnelle, donc ça, de toute façon, vous devez être prêt.
Mais informez-vous bien de ce qui est l'actualité de la santé au moment où vous passez le concours. C'est quand même bien vecteur de questions. Donc, si vous abordez déjà avec des connaissances personnelles, ça aide. Après, la capacité de synthèse, c'est super important aussi pour maintenant et puis pour les études derrière. Donc, entraînez-vous à ça. Après, c'est aussi très, très personnel. Hein. Vos compétences en français, en analyse de texte, en expression à l'écrit, ça va beaucoup jouer. Donc, voilà, il faut vous entraîner à ça. Et voilà, y aller détendu et avec un peu de feeling, ça marche. Ouais, super. J'ai une autre question. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi ou en général. C'est comment se passe la prépa? Alors, Objectif Concours-IAD, ce n'est pas une prépa à proprement parler parce que nous ne sommes pas sur les savoirs purs. Nous sommes sur une autre philosophie et je vais en revenir plus tard. Mais ceux qui ont fait les prépas, comment ça se passe une prépa? La prépa, autre qu'Objectif Concours-IAD, hein. Oui, parce Pas- que nous ne sommes pas sur les prépas, Oui. hein. D'après ce que j'en sais, ils te donnent des cours, ils te font faire des exercices. Alors en fait, je parle de celle de Toulouse, comment ça s'est passé. On Mhm. avait des cours sur chaque fonction. Et à la fin, donc ça c'était sur plusieurs jours. C'était assez dense, c'était des cours avec des médecins qui parfois étaient un peu trop poussés et parfois pas assez. On avait des cours en ligne, en e-learning, comme ils appellent. Mhm. Et après, on avait un concours blanc à l'écrit. Mais on n'a jamais su notre note. Voilà. Ah, il n'y avait pas de feedback par rapport à la note. D'accord. C'est ça. Donc c'était pour nous mettre en condition, mais après on ne savait pas si on avait réussi ou pas. Donc ça c'était un peu le hic. Donc ça Mhm. c'était pour l'écrit. Et après pour l'oral, par contre, on était par groupe, on était 30 à la prépa, donc c'était par groupe de 15 à peu près. Donc il y avait deux groupes. Et en fait on passait un par un sur un sujet qu'on D'accord. avait préparé. Et ça c'était plutôt pas mal parce que du coup déjà ben, on avait quand même le stress qu'il y ait tout le monde qui nous entende. C'était des médecins qui nous évaluaient en face, conditions concours. Ah Et c'est oui. vrai que du coup, c'était quelque chose que j'ai bien aimé. Voilà. Mais c'était tout aussi bien, voire mieux que la préparation de l'oral que j'ai fait en ligne avec Christelle, Jimmy et une autre personne, je me souviens plus son prénom, mais voilà, c'était les mêmes conditions en fait. Super. Bon, mais génial. Si c'est un petit peu les mêmes conditions et que ça t'a aidé, super. Alors, si la personne posait la question par rapport à Objectif Concours-IAD, donc, eh ben, ça s'inspire un petit peu des prépas, sans vanter d'être la même chose, hein, pas du tout. Les prépas, elles ont leurs objectifs. Ça sert une école bien particulière, en tout cas. Et puis, nous, Objectif Concours-IAD, c'est plus un accompagnement, un entraînement. C'est juste pour une nuance, mais si vous voulez dire prépa, vous dites prépa. Et ce que nous, on fait, moi, ce que je trouve que c'est vraiment super important, c'est en plus de faire des annales, hein, de trouver les réponses aux annales, d'aller chercher les réponses aux annales, parce qu'on ne les donne pas, on va tous les chercher ensemble. Je ne donne pas les cours, je vous dis où trouver les cours, et les cours, ils peuvent être partout, ils ne peuvent pas forcément être sur un manuel, ça peut être sur Internet, ça peut être ailleurs. Également, ce qui je trouve important, c'est les mises en situation. Donc, faire les concours blancs est chronométré. Donc, on est tous ensemble et on fait le concours blanc et on corrige après pour savoir quels sont les endroits où j'ai bien répondu ou pas répondu et qu'est-ce qu'il faut faire. Également, dans la façon dont vous allez écrire les choses et synthétiser ou faire vos cas cliniques, vous aurez un feedback sur votre façon d'écrire, votre façon de présenter vos connaissances et on pourra vous dire ça c'est un peu brouillon ou ça c'est parfaitement clair, c'est super, tu pourras faire autrement. Et, ce qu'on vous met aussi en exergue, c'est la gestion du temps et la gestion du stress. Donc, si la personne parlait de Objectif Concours-IAD, le groupe vraiment qui pourrait s'assimiler à une prépa, c'est le bootcamp et ça commence aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est cette semaine. On s'inscrit cette semaine et c'est un petit peu ça l'idée. Alors, j'ai une petite question, si tout était clair. Il y a quelqu'un qui disait, et ça me rappelle
rappelle une question. Moi, je culpabilise avec les enfants à côté. Avez-vous réussi à trouver un équilibre travail-vie de famille? Et c'est la même question que je retrouve un petit peu dans l'esprit. Dans quelle organisation au quotidien pour réviser entre boulot et famille? Comment vous êtes organisé avec la famille pour pouvoir suivre ces révisions? Ça, c'est pour... Moi, déjà, pour planter le décor, j'ai 3 enfants. Et le dernier a 15 mois et les autres ont 5 ans et 6 ans. Donc, ils sont pas très, très âgés. Et ils sont pas encore tout à fait autonomes. Surtout que c'est des garçons, donc ils le sont vraiment pas autonomes. Donc, moi, sans mon conjoint, j'aurais vraiment pas pu me dégager des temps de révision. Et vraiment, faut pas se culpabiliser parce que si on part dans ce projet-là, effectivement, il faut impliquer la famille dans le projet de révision et puis donc vraiment leur dire que voilà, ok, on sera moins disponible, ok, là on pourra peut-être pas aller les chercher à l'école, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde et c'est, enfin vraiment, voilà, leur expliquer pourquoi, comment, mais c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à ce que ce soit aussi facilitant que quand on est dans notre vie professionnelle de tous les jours. Mais c'est pas infaisable, vraiment. Super, super, tu peux pas dire mieux. Vraiment, c'est... Et Anaïs, toi, tu voulais dire quelque chose? Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est plus facile, mais... T'as une vie de famille? Oui, oui, j'ai une vie de famille, mais après, en fait, vu qu'on connaissait le planning de là où je travaillais à l'avance, j'avais organisé mon planning en fonction et après, je révisais. Après, j'avais un compagnon qui me faisait régulièrement réciter, qui m'a soutenu tout le long parce que je l'ai tellement bassiné avec mon école depuis que je suis infirmière que du coup, il m'a dit bon, on va y arriver, on va y arriver. Voilà, après, j'ai toute ma famille qui m'a soutenue, heureusement. Voilà. Super, super. Et mes amis aussi. C'est clair. Je ne sais pas si Jimmy veut dire quelque chose, mais je sais que même pour les études après, tout ce que les mères de famille m'ont dit et les personnes qui sont en couple et qui sont restées en couple, c'est vraiment, je préfère le préciser parce que bon, des fois il y a des accidents pendant ces études. Il faut vraiment que le couple ou la famille, ou même la famille qui représente le père et la mère, hein, on est des fois très attaché à ses parents, à sa famille un petit peu plus élargie, que tout le monde soit dans la même état d'esprit, c'est-à-dire vous permettre de réussir. Alors, ça voudra dire peut-être pour eux que vous soyez moins disponible, qu'on fasse moins de bouffe le samedi, que voilà. Mais tout le monde est dans la même détermination que vous réussissiez. Moi, à la rigueur, si je peux reprendre la parole, ce qui a été le plus compliqué à gérer, c'est plus les relations amicales qui, elles, avaient plus de mal à comprendre mon manque de disponibilité et de se dire, mais attends, on peut pas, non, là, c'est vrai que je suis disponible, mais dans la tête, je le suis pas. Il y a plein de soirées que j'ai squeezées comme ça en disant, écoutez, les gars, mentalement, je suis pas disponible et je préfère les réviser que d'aller boire un coup avec vous, quoi. Faut pas avoir peur de dire, et si on s'implique pas à ce moment-là, on s'implique jamais. Et pour les études, c'est pareil. Donc, faut vraiment, voilà, c'est à 100%. Et comme dit Christelle, c'est focus sur le concours et voilà, rien d'autre. Et c'est voilà, le principal, c'est votre famille. Si vous incluez votre famille dans votre projet, et les amis, si c'est vraiment des amis, ils comprendront, ils resteront. Tout à fait, tout à fait. Et ça vous, entre guillemets, ça va vous permettre de voir qui veut vraiment et vous soutient vraiment dans votre parcours parce que ça va continuer en fait. Cette préparation, c'est le début. Après, il y a les études très prenantes. Donc, et c'est pour une évolution de votre vie. Donc, si les personnes autour de vous ne contraignent cette évolution, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Donc, faites des choix qui sont pour votre évolution à vous. OK? Alors, il y a juste une petite parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a mis le nom d'un livre, La mémoire en jeu, donc je le note. Merci beaucoup du partage. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a posé une autre question sur le site qui parlait du groupe ABO. Alors, est-ce que tu veux bien que j'ouvre ton micro parce que j'ai pas compris ta question. Y a-t-il un support de dispo pour expliquer la méthodologie du système ABO dans un expo pour trouver le groupe du sang, par exemple? Alors, est-ce que tu veux bien que j'ouvre ton micro? Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Sinon, on va répondre, on va répondre du mieux qu'on peut. Donc là,
pose une question de cours, si je comprends bien. Hein. Donc, c'est iPhone. Alors, iPhone, c'est ça. Est-ce que tu veux bien dire ta question, s'il te plaît? Si tu peux répondre, si tu ne peux pas répondre, c'est OK. Il n'y a pas de problème. Moi, si c'est une question de cours, il vaut mieux aller se référer au manuel de référence. Si tu te poses des questions sur comment apprendre le système ABO et en lien avec tout ce qui est contrôle ultime, les bêtes Vincent et les nouvelles autres techniques qui existent. Donc, non, tu ne peux pas l'ouvrir. OK. Très bien. Bon. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions ou voudrait poser des questions à Anaïs, à Claire, à Jimmy, à moi ou d'autres personnes? Faites-le sur le chat parce que c'est bientôt terminé. Et moi, j'ai une dernière question que je vais lire. Elle est assez longue et je pense qu'elle va nous permettre de résumer. C'est à quel rythme doit-on travailler? Est-ce que 6 mois avant le concours sont suffisants pour intégrer le maximum d'informations? Lors de l'écrit, comment doivent être les réponses? Parce que pour l'avoir passé une fois et avoir demandé ma copie, je n'ai pas trop compris comment avait été corrigée ma copie. Il y avait très peu d'explications. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez précise ou si mes réponses n'étaient pas assez étoffées. Je vous laisse répondre si vous avez compris la question. À quel rythme doit-on travailler? Eh bien, je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Le plus régulièrement possible, si c'est possible tous les jours, ben, faites-le tous les jours. 6 mois, si c'est ce que vous avez, ben, faites-le. Si vous pouvez, faites plus. Comment sont corrigées les réponses? Alors, au concours, vous avez ce qu'on appelle des grilles de réponses, c'est-à-dire on attend des mots-clés pour chaque question, si c'est des questions rédactionnelles. Si c'est des questions à choix multiples, ben, ça ne va pas être très compliqué. Si c'est des questions vraies ou faux, ben, vous avez la bonne réponse ou la mauvaise réponse. C'est en fonction de ça que les points sont donnés. Il y a aussi une question qui est éliminatoire en fonction, si je ne me trompe pas, hein, c'est la question de calcul mental. C'est une question éliminatoire. Pas éliminatoire, c'est une question où vous avez 1, 0 ou 1. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et transfusion aussi. Transfusion aussi. À l'oral, elle n'est pas éliminatoire, mais il arrive que se tromper à la question de calcul, de dose, ça risque de desservir un petit peu. Ça risque de desservir, tout à fait. Tout à fait. Et puis, par rapport à cette question-là, si vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas eu le concours, c'est que vous avez aussi peut-être eu un manque de feedback. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas eu accès à un professionnel ou un infirmier comme vous. Tu connais le directeur de l'IFA? Alors, c'est qui fait ça, là? Et l'ancien. Alors, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. On va tous vous couper. Donc, je disais que vous devez... je ne sais plus qu'est-ce que je racontais, en fait. J'ai été perturbée. Donc, par rapport à ça, c'est mieux d'avoir un feedback d'un professionnel. Donc, si vous pouvez faire les concours blancs, par exemple, ou faire des questions rédactionnelles et demander à une IAD, ben, écoute, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? D'accord? Qu'est-ce que tu penses de mes réponses? Ça, c'est quelque chose qui va être un plus pour vous. D'accord? Alors, donc, je vais faire un petit récapitulatif. Et je vais ouvrir les micros de Anaïs, Jimmy et Claire s'ils ont des choses à rajouter. Comme ça, vous pouvez dire. OK. Donc, pour se préparer à ce concours-là, il faut vraiment le voir comme un plan, quelque chose on a un objectif, être prêt, et donc il faut préparer son plan. Donc, il faut d'abord savoir quelles sont les choses dont j'ai besoin pour pouvoir atteindre cet objectif. La première chose dont j'ai besoin, c'est connaître les prérequis. Donc, je vais chercher où se trouvent les prérequis. D'accord? La deuxième chose dont j'ai besoin, c'est combien de temps est-ce que j'ai avant de passer ce concours.
D'accord? Est-ce que j'ai moins de 12 semaines? Est-ce que j'ai plus de 12 semaines? Et en fonction de ça, combien de temps je dispose pour pouvoir préparer ce concours? Avec ça, vous faites un plan régulier, de travail régulier. Vous choisissez les thèmes à aborder en fonction des difficultés. Vous pouvez vous donner une semaine, vous pouvez vous donner 3 jours, mais l'important, c'est d'aborder tous ces thèmes dans leur globalité. On ne fait pas d'impasse. Dans ces thèmes-là, vous allez regarder premièrement ce qui est incontournable et puis vous allez également vous challenger sur des annales, d'accord? Des annales pour voir si vos révisions ont été efficaces. Deuxièmement, il faut savoir être stratégique, il faut savoir comment se passe ce concours-là où je veux réussir. Donc, je vais aller me renseigner sur quel est le type de concours, quel type de questions que j'aurai, quel type de questions rédactionnelles que j'aurai, comment se passe l'oral, quelles sont les conditions. Donc, tout ça, vous pouvez l'avoir directement en vous connectant sur les sites internet des écoles ou encore en demandant conseil aux étudiants qui participent à ces écoles, en regardant sur les forums, en posant des questions, même sur le groupe public d'Objectif Concours IAD. Une fois que vous avez tout ça, vous mettez au travail et vous ne lâchez pas l'affaire, d'accord? Vous aurez besoin de faire le ménage, en tout cas clarifier les choses dans votre famille, dans votre entourage, afin de pouvoir être complètement concentré sur ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez pas être sur plusieurs fronts, c'est-à-dire avoir à gérer plusieurs choses à la fois, parce que ce concours vous demande beaucoup de concentration, de régularité. OK ? Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on puisse terminer ce super moment, que je vous mette la dernière annonce que j'ai à vous faire avant de terminer? En tout cas, merci à Anaïs, à Claire, à Aurélie qui auraient dû être là et à Jimmy d'être parmi nous. Je regarde une dernière fois sur le chat à savoir quelles sont les questions. Alors, donc, Elodie dit, si je suis prise dans une autre école que celle de mon CHU, puis-je faire des stages dans le CHU qui m'accorde la promotion professionnelle? En gros, est-ce que je peux revenir dans ma ville faire mes stages? Je suis propriétaire et ma crainte est de devoir louer cet appartement. Nous, ils ne veulent pas non plus. Non. Il peut y avoir un stage optionnel qui est en fin de première année et qui peut être entre accords de 2 écoles. Mais en général, les stages sont les chasses gardées. Ils ont une liste de stages, les écoles. C'est la chasse gardée de chaque école. Donc, à moins qu'il y ait un accord entre les 2 écoles parce qu'elles sont à proximité immédiate, non, vous ne choisissez pas vos terrains de stage. Ouais. Sur la PHP aussi, c'était un petit peu comme ça. On n'avait pas trop le droit de revenir sur nos lieux de stage, sauf pour un des stages. Donc, c'est un petit peu ça. Après, donc Mathilde demande, est-ce que c'est 0 ou 1? Ça veut dire que si le raisonnement est bon, mais pas le résultat, on n'a aucun point. C'est ça. Normalement, si le raisonnement est bon, le résultat devrait l'être. Dans tous les cas, si le résultat n'est pas bon, c'est le patient qui en pâtit et donc tu as 0 et le patient est mort. D'accord? Je suis un peu trash, mais c'est exactement ça la réponse. OK? Alors, tac. Après avoir, oh non, j'essaie de voir les autres réponses. OK, écoutez, c'est parfait. Une dernière question. Lorsqu'ils demandent la complication majeure, ils veulent la plus grave ou la plus fréquente sur l'écrit? Ah, je vous laisse répondre ça. Quand on pose une question sur une pathologie et qu'on demande la complication majeure, est-ce qu'ils veulent la plus grave ou la plus fréquente? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Ben... Bonne question. Faut voir le contexte de la question, en fait. Ouais. En général, la réponse est contenue dans la question, mais... Ouais, faut vraiment contextualiser le truc. En tout cas, il y a, en fonction des pathologies, il y a des choses qu'on s'attend forcément
Par exemple, quand on a par exemple une appendicite et qu'on vous demande la complication majeure, ça peut être quoi selon vous? Ah bah tiens, on va faire un petit test en situation. Alors, vous avez un patient qui arrive pour péritonite, il a très mal au ventre et commence à avoir de la fièvre. Qu'est-ce qu'on attend comme complication majeure? Alors, ouais, choc septique, tout ça, clac, clac, clac. Mais le choc septique, il vient d'où? Il vient d'où ce choc septique? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'appendicite et le choc septique? Comment ça fait pour Je crois que, péritonite? je crois que tu l'as dit dans la question, en fait. Donc voilà, j'ai dit parfait, exactement. Donc vous avez les complications majeures dues à la péritonite et déclinées à la péritonite, ensuite l'inflammation qui passe après dans le sang ou la perforation et plutôt l'appendicite, péritonite, perforation et septicémie. Voilà, donc vous avez déjà répondu à la question. Super d'avoir participé. Donc, il n'y a plus de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours envoyer un mail à Objectif Concouriade ou encore vous inscrire dans les groupes qui sont complètement ouverts pour l'écrit et l'oral. Demandez, posez aux questions aux gens qui sont dessus. Si vous êtes vraiment des warriors que vous voulez participer, il y a un groupe secret comme on fait Anaïs et Claire, allez-y. Allez-y si vous êtes déterminés à travailler. Si vous êtes déterminé à être encadré, travailler et puis à y aller à fond, vraiment dans une ambiance intense et de soutien, à gérer votre stress, faire les annales, connaître les prérequis, être vraiment prêt, vous avez le Boot Camp qui est ouvert jusqu'au 13 octobre. À partir du 8, ça change. Pour participer au Boot Camp, il faut demander, il faut faire l'acquisition par des droits. Donc, il faut l'acquérir. Vous allez avoir, alors c'est la petite surprise, le bootcamp n'est pas gratuit, le groupe secret l'est complètement. Le bootcamp, c'est vraiment, je m'investis comme je m'investis avec les personnes qui suivent mon training personnel. Donc, je suis vraiment complètement là avec vous pendant ces 4 mois. Et je vais vous envoyer le lien où vous pouvez avoir le descriptif de ce nouveau groupe ou de programme d'entraînement. Et là, aujourd'hui, donc rien que pour vous, dans les personnes qui sont arrivées ici, vous aurez accès à un code promotionnel donc, que vous pouvez utiliser pendant 24 heures. D'accord? Donc, on a envie de commencer, on est sur les starting blocks. Donc, on a vraiment envie de boucler ce groupe pour pouvoir commencer les révisions. Donc, merci à tous d'avoir participé. Vous êtes tous top. Merci vraiment d'être engagés dans vos révisions. Merci à Jimmy qui est toujours là pour pouvoir m'accompagner dans ce projet Objectif Concouriade. Merci à Anaïs, merci à Claire et merci à Aurélie qui n'a pas pu venir. Donc, vous allez tout recevoir par mail, tous les liens nécessaires et puis les informations. Et je vous souhaite bon succès à tous, bonne révision. Ne lâchez rien, mais ne lâchez rien. OK? À bientôt et demandez votre accès aux groupes qui sont ouverts et suivez l'activité du site sur Facebook, Instagram et sur Internet. Ciao, ciao!